Bonjour. Dans les deux cours précédents, nous avons vu comment Jien, qui avait l'oreille du prince, a non seulement renforcé la bouddhisation de l'un des plus fondamentaux des mythologoumènes japonais, les 3 divins trésors. Je vous redonne la liste traditionnelle ici, vous avez vu qu'on les avions vus sous une autre appellation, sous une appellation bouddhique. Mais il les a même, pour ainsi dire, littéralement enchâssés, ces trésors, dans la vision de l'ésotérisme bouddhique. Une vision si parfaitement intégrante qu'elle parvient à occulter presque entièrement la logique mythologique traditionnelle des 3 trésors comme symbole et garant de la lignée et du pouvoir des empereurs. Par le rêve de Jien et par la longue exégèse qu'il en a faite au long des années, le mythologoumène des 3 trésors devient un rite ésotérique qui s'inscrit dans l'union des 2 mandalas du Taimitsu, de la branche ésotérique du Tendai. Nous pourrions dire que cette évolution n'est pas propre à Jien. Nous avons vu qu'il inscrit sa réflexion sans ambiguïté aucune dans l'idée du Honji Suijaku, donc la base originelle et les traces descendues. Et de ce point de vue, il ne fait que refléter le mouvement général que nous avons suivi il y a quelques années dans l'histoire de la rubrique des poèmes sur les dieux dans les anthologies impériales. Vous vous souvenez que j'avais montré, et c'est une idée bien acceptée par ailleurs, que peu à peu, la rubrique des poèmes sur les dieux, les Jingika, devient entièrement bouddhique et n'est plus que l'illustration de la théorie du Honji Suijaku, donc des dieux comme émanation ou bien comme autre identité, puisque, comme vous le savez, il y a une sorte d'inflation qui fait que les dieux japonais deviennent pratiquement les égaux des Bouddhas, ce qui est exactement le mouvement d'égalité, de mise à niveau aussi entre les langues chinoises et japonaises. Donc, et bien évidemment, l'apogée de ce mouvement du Honji Suijaku dans la poésie est éclatant dans la 8e anthologie, le Shinkokin Wakashu, où le rôle de Jien fut prééminent, nous l'avons dit plusieurs fois, de Jien et de son protecteur, l'empereur retiré Gotoba. Jien ne se pose cependant pas comme novateur. En faisant appel à l'autorité du grand lettré du XIe siècle, Oe no Masafusa, vous en souvenez, qui rapporte que l'empereur faisait le saut du point de sapience, le Chiken-in, lors du rituel d'intronisation, il proclame la nécessité de revenir à une vieille tradition qui s'inscrit en toute perfection dans sa vision bouddhique de la légitimité impériale. Nous avons noté aussi que Jien, réfléchissant toujours sur son rêve, relie ses profondes préoccupations sur la période de la fin de la loi, Matsudai, n'est-ce pas, Mappo, donc c'est Mappo no Jidai, préoccupation que nous avons déjà vu clairement exposée dans son long poème sur l'esprit de loi, le Homon, à ce qu'il peut constater de ses propres yeux de la misère politique de son époque. Et il donne comme exemple, qui semble pour lui le comble de l'indignité et de la décadence, de la déchéance du pouvoir impérial, ce pouvoir impérial qui reposait sur le couple empereur-régent, n'est-ce pas, le Seisho Kampaku, dont nous avons vu comment il était fondé dans la mythologie japonaise par l'extrait que j'avais lu du Senjusho. Et on voit donc ce couple politique idéal sapé par la domination des guerriers et, comble de l'horreur, donc on voit des hommes de guerre nommés ce qu'on pourrait appeler les fermiers généraux, les Jito. La dégénérescence de la loi ne concerne donc pas que le religieux, mais aussi le politique, une conséquence directe du lien entre bouddhisme, dieu japonais et pouvoir impérial, tel qu'il est défini dans l'idée du Honji Suijaku. Nous retrouvons bien plus longuement exposées, et plus clairement aussi, ces réflexions de Jien dans son grand ouvrage historique, le Gukansho. Mais il nous faut d'abord faire un détour par son immense œuvre poétique pour y retrouver quelques-uns des traits qui définissent au mieux ses conceptions fondamentales, dans lesquelles fusionnent sa vision religieuse et son œuvre langagière, celle-ci étant un élément nécessaire de son action politique. Je voudrais commencer ce détour par l'une des nombreuses centuries que Jien a composées, c'est-à-dire les recueils de 100 poèmes, n'est-ce pas, Hyakushu. Et nous n'oubliera pas, que vous le savez déjà, que nous lui devons probablement la première centurie poétique consacrée au Sutra du Lotus. Il y avait des recueils poétiques, des suites de poèmes consacrés au Sutra du Lotus, mais un recueil de 100 poèmes sur le Lotus, c'est Jien qui en est considéré comme le fondateur.
Il a fait de nombreuses centuries. Nous allons en voir une, je pense, à partir de la semaine prochaine, plus spécialement consacrée au bouddhisme. Celle que nous allons voir ici est une série de 100 poèmes japonais consacrés au recueil littéraire chinois dont l'influence fut même sans nul doute la plus importante sur la culture de Heian, le Hakushi Monju, que je vous donne à la fin. Vous savez qu'on peut le lire Hakushi Bunshu, la tendance actuelle étant de la lire en lecture... Oh, excusez-moi, vous avez vu que le traitement de texte a sorti directement Hakushi comme papier blanc. C'est évidemment le shi de Uji, n'est-ce pas, le sieur po qu'il faut lire. Enlevez donc la clé de la soie à shi. Donc le recueil de textes, le recueil littéraire du sieur po Chui, que l'on appelle maintenant Pai Chui, avec l'évolution de la prononciation chinoise. En japonais, c'est évidemment Hakkyoi ou bien Hakurakuten, n'est-ce pas? Je le lis pour ma part, je préfère le lire Hakushi Monju, c'est-à-dire en lecture Goon, bien qu'une lecture Goon tout à fait logique serait Byakuji Monju, mais je la préfère à Hakushi Monju, ça devait à Hakushi Bunshu, mais bon, c'est une manie personnelle. C'est donc ce Hakushi Monju est le texte fondateur compilé par le grand poète chinois Pai Chui, dont je vous rappelle les dates, 772-846, c'est-à-dire qu'il est mort au milieu du IXe siècle, et ce n'est pas un poète qui aurait précédé la formation de la culture japonaise. Il est contemporain du début de Heian. Et comme vous le savez, il a certainement été connu de son vivant même au Japon, puisque, je l'avais dit il y a quelques années, c'est en 838 qu'on aurait rapporté au Japon son premier recueil de poèmes. Pas celui-ci, bien sûr, puisque ce Hakushi Monju a été compilé par Po Chui lui-même peu de temps avant sa mort, enfin quelques années avant sa mort. On dit, vous savez qu'il y avait 75, il aurait été censé être composé de 75 livres, kan, n'est-ce pas, chuan, un par année de sa vie. Donc ça l'aurait mis à l'extrême, ça aurait mis la composition du recueil à l'extrême fin de sa vie. Il n'en reste plus que 71 livres, donc bon, on peut peut-être estimer que c'était donc quelques années avant la fin de sa vie. Je ne vais pas revenir sur la carrière agitée de Po Chui. Nous en avions parlé lors du cours sur le Wakando Eishu, n'est-ce pas? Rappelons simplement qu'il eut à la fois une carrière politique très, très importante. Il est allé jusqu'au plus haut sommet de l'administration chinoise. Il avait été admis à l'Académie impériale de Hanlin, Kandin, qui est vraiment une sorte de cabinet de conseillers spéciaux de l'empereur pour tout ce qui est la rédaction des textes. Mais il a été en même temps très attiré par la vie bouddhique érémitique, la vie solitaire. Vous savez qu'il avait pratiquement établi l'ermitage où il comptait finir ses jours, et comme ça arrive souvent, évidemment, il n'a pas pu le faire, mais où il comptait vivre la fin de ses jours en compagnie de l'un de ses amis intimes, poète aussi, qui est malheureusement mort bien avant lui, ce qui a rompu ses projets. Et comme vous le savez aussi, en mourant en 846, il a vécu la grande persécution anti-bouddhique, enfin anti-toute religion étrangère qui s'est déchaînée en 845 avec l'empereur qui a duré à peu près... qui a duré plusieurs années, déchaîné par l'empereur Wuzong. Donc, le bouddhisme de Po Chui a été
profondément heurté par cette fin de vie pénible au milieu des persécutions. Bon, persécutions dont le bouddhisme se releva, n'est-ce pas? C'est l'une des grandes vagues de persécutions qu'il a subies en Chine et auxquelles les Japonais ont assisté indirectement, en quelque sorte. On en a quelques traces chez les écrivains du temps. Alors évidemment, il faut rappeler que le Hakushimonju est un texte fondamental de la culture japonaise aussi. Vous savez que Seisho Nagon aussi le dit dans ses essais, n'est-ce pas? La poésie, c'est le Hakushimonju. Le Murasaki Shikibu en avait fait un exposé à l'impératrice. C'est l'axe littéraire et, d'une certaine façon, l'axe de pensée de l'époque de Heian. Et surtout, vous vous en souvenez de ce cours d'il y a 2 ans, donc, c'était la référence fondamentale du Wakando Ishu, du recueil des poèmes dignes, chinois et japonais dignes d'être récités, d'être psalmodiés ou chantés, puisque chacun des livres du Wakando Ishu et des rubriques commençaient par un poème de Po-Chuyi, suivi ensuite d'autres poèmes chinois, d'extraits de poèmes chinois, d'extraits de poèmes sino-japonais, puis de waka. C'était vraiment et nous n'avons pas fini, puisque vous allez voir justement, vous allez en voir un exemple assez éclatant aujourd'hui, nous n'avons pas fini de faire le tour de l'influence, mais très profonde, que le Wakando Eishu a eu sur toute la culture japonaise. Vous vous souvenez que dans le cours du Senjusho de l'année dernière, nous avons découvert que le 8e livre du Senjusho était entièrement consacré au Wakando, avait pour toile de fond le Wakando Eishu. Et que l'un des buts du Wakando Eishu, justement, est de mettre sur un même plan littéraire les 2 dimensions langagières du Japon, donc le chinois classique, le Kambun, et le japonais, en mettant en équilibre le shi, la poésie chinoise, et le waka, la poésie japonaise. Et nous avions cru pouvoir mettre en évidence que c'était le bouddhisme qui avait été l'élément unificateur de ce processus. Donc cette centurie sur Po-Chuyi, faite par Jien, contrairement à celle sur le lotus, n'est pas une première dans la poésie japonaise. Tout au contraire, elle s'inscrit dans une tradition qui commence 2 siècles auparavant, avec un grand poète des 9e, 10e siècles, on n'a pas ces dates exactes. Je vous renvoie au très bon article de jeunesse de Michel Vieillard-Baron que je vous donne ici, les métamorphoses du mot, la citation de vers chinois comme sujet de composition de poèmes japonais, les waka, dans Extrême-Orient, Extrême-Occident, qui tourne autour de Oe no Chisato, de Jien et de Teika. Je vous y renvoie pour certains aspects philologiques très importants. Bien sûr, notre point de vue est tout à fait différent, ce qui n'enlève rien à la grande utilité de ce recueil. Donc, Oe no Chisato, dont le recueil de 126 poèmes, datable de 894, les 3 siècles avant, 894 ou 896, comporte 116 pièces, faites sur des citations de poètes chinois, parmi lesquelles 74 proviennent d'œuvres de Po-Chuyi, de Hakurakuten, comme on dit souvent en japonais, comme vous allez le voir dans la dernière citation de ce cours. Donc, il donne des kudai, n'est-ce pas, c'est-à-dire des citations de poèmes de Po-Chuyi chez Oe no Chisato, et sur ces citations, il brode un poème japonais, un waka, très proche par le contenu de celui de Po-Chuyi, sans en être une traduction. Il refait un poème avec des termes, en utilisant des termes de l'original chinois. Et le précédent donc créé par Oe no Chisato est extrêmement important et dépasse de beaucoup l'histoire littéraire ou de la réception de Po-Chuyi au Japon. En effet, il précède de près d'1 siècle, puisque nous sommes à la fin du IXe siècle, l'essor des poèmes japonais scripturaires, ou homonka, tels que nous avons étudiés au cours des années précédentes.
Et il apparaît, ainsi que nous l'avons déjà dit, que les procédés mis en œuvre pour transposer en forme poétique japonaise la lettre des poèmes chinois de Po Chuyi sont fondamentalement les mêmes que ceux qui ont pour point de départ le Sutra du Lotus. En réalité, nous avons essentiellement une relation langagière, celle qui nous occupe depuis le début, entre un modèle chinois et un démarquage, une altération japonaise. La différence relèverait simplement de la dimension religieuse ou non des deux démarches. Et vous allez voir comment nous allons avoir ici un autre procédé. Les enjeux des poèmes sur Po Chuyi sont avant tout littéraires ou ludiques, alors qu'il n'en est pas de même pour les poèmes japonais. On sait que l'origine la plus couramment admise de ces poèmes bouddhiques, les poèmes bouddhiques que j'appelle les Shakkyoka, dont les Homonka, les poèmes scripturaires, sont un sous-genre, vous le rappelez. Donc que ces Shakkyoka sont nés dans les assemblées poétiques réunies à l'occasion d'un rite bouddhique, comme les Kangakue, les associations les assemblées d'encouragement à l'étude du bouddhisme, qui réunissaient des lettrés laïcs et des moines bouddhiques pour la composition de poèmes bouddhiques de style chinois, les kanshi, mais auxquels peu à peu, progressivement, les femmes, les dames de la cour furent admises et y participèrent en composant des waka, les hommes composant donc des textes, des poèmes chinois, et les dames composant des waka. Et les poèmes sur Po Chuyi avaient ainsi fourni le prototype langagier pour ce genre d'activité littéraire bouddhique. Ainsi que le rappelle Michel Villard-Baron, 3 siècles après Oe no Chisato, donc en 1218, nous en avons nous savons que c'est 1218, mais vous verrez que la postface est datée de 1221, année importante s'il en est. Nous reviendrons là-dessus si nous avons le temps. Donc, 3 siècles après Oe no Chisato, nous voyons 2 poètes que nous connaissons bien reprendre le flambeau et composer 2 centuries, cette fois entièrement consacrées aux grands poètes chinois. Il s'agit de Jien et de Teika, bien que l'initiative semble en revenir à Jien, comme le signale aussi Michel Villard-Baron. Alors évidemment, ce n'est pas la peine de vous présenter les deux, n'est-ce pas? Jien et Teika et Teika en particulier, est le moteur de l'anthologie, l'intellect agent de l'anthologie impériale du Shinko Kinshu, le poète l'un des poètes les plus célèbres pour ses poésies, mais aussi pour son influence sur l'histoire de la poésie japonaise. Comme vous le savez, je ne répète pas tout cela, c'est entre autres le compilateur du Hyakunin Isshu, ou entre parenthèses Oe no Chisato, un poème inclus. Donc, comme il arrive le plus souvent dans les centuries classiques, les 100 poèmes sont répartis en rubriques, et j'attire votre attention là-dessus. Et l'on peut tout de suite remarquer la différence des rubriques entre Chisato d'un côté, Jien et Teika de l'autre, étant entendu que c'est sans doute Jien qui a établi les rubriques. Alors que le premier, Chisato, Oe no Chisato, donne, outre les 4 saisons, bien sûr, Shunka Shuto, n'est-ce pas, les 4 saisons qui sont le départ obligé de ces anthologies, il donne aussi les fugetsu, n'est-ce pas, que je pourrais appeler les paysages poétiques, littéralement le vent et la lune, les excursions, yuran, la séparation, ribetsu, alors ce que l'on pourrait traduire littéralement l'expression des sentiments jikkai, mais qu'il vaut mieux traduire par le ressentiment, comme l'a bien mis en évidence notre jeune ami Julien Faury dans sa thèse qui porte entièrement sur les poèmes du ressentiment. Donc il donne 8 rubriques en tout. Jien et Teika donnent de leur côté les 4 saisons, bien sûr, mais ensuite, comme vous le voyez, les ermitages de montagne, Sanka, le village natal, Kyuri, en même temps qu'une même catégorie avec des poèmes portant sur les réminiscences, Kaikyu, et la retraite solitaire, Kankyo, le ressentiment, encore une fois, Jukkai, l'impermanence, Mujo. Et la dernière rubrique sont les poèmes scripturaires, Homon,
Et vous vous rappelez que le long poème que nous avions fait que nous avions étudié de JN, le poème qui comportait 105 vers, était intitulé Homon no Tanka. C'est le même. Vous voyez que c'est quelque chose qui tient à cœur à JN. Soit 10 rubriques, et nous voyons que seule la rubrique du ressentiment, Jikkai, est commune aux trois, en dehors bien sûr de la figure imposée, si l'on peut dire, des 4 saisons. Or, c'est important parce que le Jukkai, tel que l'a bien montré Julien Faury, est vraiment, je dirais, un poème de fonctionnaire déçu dans sa carrière. Le sentiment exprimé par le poète, la plupart du temps, qui est un ressentiment, c'est le fait de ne pas avoir été nommé au poste qui lui convenait, auquel il devait être nommé de par ses mérites. Vous vous souvenez que justement le 8e livre du Senjusho était consacré à nombre d'épisodes portant sur les promotions ou non-promotions de fonctionnaires, de titulaires de fonctions de la cour impériale. C'est d'ailleurs Chisato qui aurait été le premier à instituer une rubrique Jukkai dans un recueil japonais, ce qui fera après une longue et riche tradition, puisqu'on le retrouvera comme rubrique imposée dans les anthologies aussi impériales. On ne peut que remarquer une chose, la présence chez JN de rubriques tout à fait particulières qui ne se trouvent pas chez Chisato, et les intitulés de ces rubriques ne se trouvent pour la plupart que dans un ouvrage que nous connaissons bien, c'est le Wakan Roeishu, justement. Dans le second livre, vous savez, il est divisé en 2 livres, et le premier livre est consacré aux 4 saisons, le second livre a toute une série de rubriques, et elle se retrouve presque telle qu'elle dans celle choisie par JN. Il n'y aurait qu'une exception ici, c'est les Kyuri, n'est-ce pas, littéralement le village natal, le village ancien. Mais comme nous l'avons vu, cette rubrique est jointe à une autre qui est intitulée Réminiscence, Kaikyu, et cette rubrique Réminiscence, constitue bien une section indépendante du Wakan Roeishu. Nous pouvons donc considérer que cette rubrique conjointe est bien dans la lignée du Wakan Roeishu. Et d'ailleurs, les 3 suivent le même ordre, Kaikyu, Jukkai, Mujo. Pour ce qui est de la dernière rubrique, qui n'est pas dans le Wakan Roeishu, nous y reviendrons plus tard. Cette correspondance des intitulés ne saurait être le fait du hasard. D'autant plus que, est-il besoin de le rappeler, le Wakan Roeishu a pour axe, je vous l'ai dit tout à l'heure, les poèmes de Pojuyi. Nous pouvons donc dire qu'entre Oe no Chisato, d'une part, et le tandem Jien Teika se dresse ce monument dont nous avons souligné le caractère fondateur dans l'histoire de la poésie et de la conscience linguistique japonaise. C'est au prisme du Wakan Roeishu que Jien va donner sa lecture du poète chinois. Par exemple, si nous prenons les 15 poèmes de la première rubrique, celle du printemps, nous constatons que 11 des citations de Pojuyi qui sont données dans cette rubrique se trouvent déjà dans le Wakan Roeishu. Cela ne peut être le fait du hasard. Dans les 71 livres constitués par le Hakushi Monju, que nous ayons comme cela 11 citations sur 15 qui soient les mêmes, c'est bien sûr quelque chose qui nous fait penser que le Wakan Roeishu a servi de modèle à JN, même pour la définition des kudai, n'est-ce pas, des citations thématiques, des citations thèmes. Et si nous donnons le premier poème, nous aurons une excellente idée du procédé poétique de notre moine poète de JN. Alors, nous l'avions vu, ce premier poème du Wakan Roeishu, citation de Pojuyi, évidemment, nous l'avions vu il y a 2 ans, je vous le redonne ici
à cause de ce qui suit. Je vous donne la lecture, la version de Po Chuyi, sans mettre la lecture. Je vous donne simplement la traduction française. Si nous mettons à chaque fois les lectures, ça prendrait trop de temps. Suivez simplement ma traduction. Donc, en ce jour, à l'improviste, je traduis Shilazu ici par à l'improviste, mais je ne sais plus pourquoi j'ai traduit comme ça. On pourrait dire aussi, évidemment, enfin, tout dépend de la façon dont on met Shilazu dans la phrase, n'est-ce pas? Mais, bon, en ce jour, à l'improviste, ou bien nous ne savons pas qui, n'est-ce pas? Qui donc l'a calculé pour que vent du printemps et eau vernale en même temps surviennent? Alors évidemment, Po Chuyi renvoie à un intellect agent, un grand horloger qui a fait en sorte que le printemps et la fonte et les fontes des glaces arrivent en même temps. Et le keikai qui est donné ici, c'est vraiment le procédé mécanique de calcul. Et Jien fait ce poème à son tour. Je vous ai donné tout. Alors, je vous donne une version, comment dire, avec moins de caractères chinois que les poèmes qui sont donnés par M. Ishikawa Hajime. Je vous ai expliqué déjà les raisons, donc je me réfère souvent au texte de Madame Manaka qui donne une plus grande liberté d'interprétation en ne mettant pas les caractères chinois, et ce qui était probablement d'ailleurs une version plus proche de l'original de Jien. Les procédés actuels d'édition tiennent compte aussi des besoins du lecteur, donc en mettant plus de caractères chinois, on facilite la lecture. Donc sur le poème de... Mais comme je vous donne la version en romaji, en alphabet latin, vous voyez tout de suite comment il faut lire. Donc, Jien fait ce poème. Sur la plage de Shiga, au vent du printemps qui fait fondre les glaces, qui donc aura déclaré, Tsugekem, que ce matin soit aujourd'hui? Kesao Kyoto wa Itsuka, Tsugeken. Quand donc a-t-on déclaré? Le Itsuka se réfère à quelqu'un, mais donc le Itsuka porte sur le contenu de Tsugeken, n'est-ce pas? Donc il y a quelqu'un derrière qui l'a déclaré. Donc je préfère le traduire. Qui donc aura déclaré que ce matin soit aujourd'hui? Nous nous trouvons d'emblée dans un merveilleux entrelac de citations. Tout d'abord, Ishikawa Hajime nous signale dans son commentaire la proximité d'un poème de Oe no Masafusa, que nous avons déjà vu cité par Jien plusieurs fois, du XIe siècle. Voici ce poème. Au cap de Karasaki à Shiga, encore un poème bien implanté dans la toponymie religieuse. Au cap de Karasaki à Shiga, pris par les glaces qui se mettent à fondre au souffle du vent printanier sur les vaguelettes. La place de Shiga, et nous avons vu les résonances doctrinales de Shiga. Shiga no Ura peut aussi se dire Shika no Ura, la plage des cerfs, et faire référence au premier degré de la doctrine bouddhique. Mais ici, ce n'est pas le cas, semble-t-il. Donc c'est bien sûr la province d'Omi sur le lac Biwa et le versant oriental du Hiei, où se trouve, plus proche donc du sanctuaire de Hiyoshi, qui nous plonge dans la symbiose des Bouddhas et des dieux. Mais il y a aussi, derrière ce poème, une évocation tout à fait perceptible, vous le voyez, n'est-ce pas, du premier waka cité dans le Waka no Eishu, qui est aussi le premier waka qui ouvre le Kokinshu et qui repose sur un dilemme calendérique, n'est-ce pas? Toshi no uchi ni haru wa kinikeri, hitotose o kozo to yaiwan, kotoshi to yaiwan. À cause des hasards du calendrier, le printemps est arrivé, astronomiquement, si l'on peut dire, alors que nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'on va l'appeler le moment où nous sommes? Est-ce qu'il faut parler de l'an dernier ou de cette année? Et vous voyez que le Kesato,
le texte de tout à l'heure qui est Kesa o Kyoto wa Itsugatsuken, c'est la même interrogation qui se dessine derrière. Donc, on voit sans peine que le Kesakyo de Jien répond au Kozo Kotoshi, donc de Motonaka. 3 siècles après Chisato, dont le recueil précédait le Kokinshu, n'est-ce pas? Le Kokinshu, c'est 905 et Chisato, c'est 895, autour de 895, nous voyons que Jien peut broder autour des vers de Pochuyi tout un réseau d'allusions purement japonaises, en faisant même une double référence au Waka no Eishu, pour son poème chinois comme son poème japonais. Nous n'avons malheureusement pas le temps de nous promener comme il conviendrait dans ce recueil, et nous devons aller sans plus tarder aux 2 dernières rubriques qui sont d'une importance toute spéciale pour notre propos. Et malheureusement, comme le temps presse, je n'aborderai qu'une seule de ces 2 rubriques, je ne ferai que mentionner la dernière. Ce sont celles consacrées d'une part à l'impermanence, Mujo, et d'autre part au poème scripturaire, Homon. Mais l'existence même de cette dernière rubrique, Homon, est tout à fait importante pour notre propos. Certes, l'impermanence en soi n'est pas un concept purement bouddhique. On se souvient qu'au livre 18 des Miscellanées, intitulé Miscellanées, donc Zooka, n'est-ce pas, Zatsu no Uta, du Kokinshu, il y a une série de 28 poèmes consacrés à ce bas monde, Yononaka, qui est essentiellement consacré à l'impermanence. Mais il est inutile de souligner que cette idée est étroitement liée à la doctrine bouddhique aussi. Encore que, et évidemment, il est important de le souligner puisque Jien est un moine du Tendai, vous savez très bien, je pense l'avoir montré dans la 2e année, que certains poèmes sur l'impermanence, écrits par des moines Tendai, sont à prendre dans le sens inverse, puisque derrière l'impermanence phénoménale se dessine le shoho jiso, la vérité, l'aspect réel des entités. Impermanentes phénoménalement, mais dans le plan transcendantal, si vous voulez, elles sont bien réelles et éternelles, puisqu'elles sont reliées directement, et cela c'est un peu la pensée de Kukai dans son Shoji Jisogi dont nous avons parlé, elles sont reliées directement au plan de loi. Nous en avons vu la semaine dernière d'ailleurs un exemple. Alors que Jien mette cette rubrique immédiatement avant la rubrique bouddhique des Homon, suffit à montrer dans quel sens il la prend lui-même. Et je vous rappelle que dans le Wakan no Eishu, la rubrique impermanence est la dernière des rubriques. C'est la dernière rubrique, donc la plus importante, et elle est simplement suivie d'une rubrique un peu énigmatique qui est intitulée Haku, c'est-à-dire le blanc. Nous en avons déjà parlé, je ne peux pas revenir dessus ici. Donc cette rubrique comprend 10 poèmes, ou plutôt 10 citations de Pochuyi, dont 2 seulement se trouvent dans le Wakan no Eishu. Cette fois, c'est naturel, pour ainsi dire, puisque dans la rubrique du printemps, dont nous avons parlé tout à l'heure, les citations du poète chinois étaient beaucoup plus nombreuses dans le Wakan no Eishu. Et Jien pouvait y puiser sans avoir à les chercher plus loin. Mais dans la rubrique impermanence, il y a 3 citations chinoises seulement, dont une seule de Pochuyi. Et nous verrons que les 2 citations reprises ici par Jien proviennent de la rubrique réminiscence Kaikyu du Wakan no Eishu. Il est bien évident, et personne ne sera surpris de le réentendre, que les poèmes réunis en une centurie ne sont pas disposés au hasard. Ici, comme dans la plupart des textes que nous avons vus au cours de ces années, les poèmes constituent un message qui doit être déchiffré dans leur linéarité d'une part, mais aussi dans leur relation avec un dogme qui reste extérieur, mais que le lecteur est invité à reconnaître. Les 2 premières citations de Rakuten, dont Hakorakuten de Pochuyi, bien qu'elles ne proviennent pas des mêmes œuvres et sont clairement séparées, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, n'est-ce pas? L'une provient du livre 9 du Hakushimonju et l'autre du livre 5, sont habilement reprochées par Jien à cause de leur similarité de vocabulaire. Voici la suivante, n'est-ce pas? Vous voyez que les 2 premiers mots de la seconde ligne de la citation chinoise sont les mêmes. Donc, d'une part, de leur similarité de vocabulaire, mais aussi de leur construction.
Si bien que, n'est-elle le fait qu'elles ne riment pas entre elles, cette citation, elle pourrait être facilement comprise comme faisant partie d'une même pièce poétique. Nous avions déjà remarqué il y a quelques années comment Kinto, Fujiwara no Kinto, n'est-ce pas, le compilateur du Wakan no Eshu, agençait les citations chinoises de façon à ce qu'elles apparaissent comme des textes suivis. Voici donc le premier poème de cette décade d'impermanence. Faite sur le distique de Po Chuyi, que je traduis ici, bon, je n'explique pas trop ma traduction, s'il y a des... j'ai fait quelques choix, on pourrait bien sûr les discuter. Amis et aimés chaque jour disparaissent. Ceux qui restent, hélas, nous quittent. Bon, ce n'est pas novateur comme idée, mais... et le poème de J.N. sur cette citation est nos semblables à présent disparus. Vers la plage, la barque qui se dirige, de nouveau, à la séparation des flots sera baignée. Alors, le jeu de mots classique, évidemment, sur Wangatagui Imawa Naki et Imawa Nagisani Yukufune, n'est-ce pas? Donc, la plage est composée par moitié du mot Naki, disparu, étant disparu. Et vous voyez que la plage, le Nagisa, rappelle le Shiga no Ura du premier poème. La plage est en quelque sorte le monde, et les flots sont ici les flots de larmes, bien sûr. Le Shiotare Nikeri, n'est-ce pas, les flots qui sont déversés sont les torrents de larmes. Donc l'image de la barque, elle, évoque à la fois la disparition et la séparation. Après, je suis malheureusement obligé de vous donner enfin, malheureusement, ce n'est pas désagréable non plus, mais de vous donner les 10 poèmes parce que vous allez voir que c'est l'ensemble qui donne un sens particulier, enfin, le plus précis à cette évocation qui n'est pas forcément bouddhique, bien que vous allez voir que quelques poèmes sont de tonalité tout à fait bouddhique. Le second poème est fait donc sur une citation qui est presque parallèle de Po Chuyi, bien que provenant d'une autre œuvre. Mais on voit que J.N. a choisi des vers dont le vocabulaire fasse écho au premier, avec le zonsha, n'est-ce pas, zonsha, ce qui reste, il faudrait dire ici sonsha sans doute. Ceux qui partent jamais ne reviendront, kasanete kaerazu. Pour ceux qui restent, impossible de demeurer longtemps. Et voici ce que dit J.N. Au seuil du partir, pour en ce monde ne plus jamais se revoir. Quelle tristesse qu'il n'y ait personne pour rester. Alors, là encore, c'est monsieur je vais vous nous pourrions bien sûr passer du temps à relever les minutieux rappels que J.N. effectue entre ses propres waka et ceux de Po Chuyi. Relevons seulement le wakado, qui prolonge vers le second son apparition dans le premier distique chinois. Et le Futatabi Awanu, qui traduit le Chonghui, donc Kasanete Kaerazu chinois, la traduction du Yukumono, n'est-ce pas, par Wakareji, le Wakareji, littéralement le chemin de la séparation, qui implique en général la séparation de la mort et qui est bien plus poétique que l'expression chinoise, etc. Et il y a ensuite, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le Kokinshu, une sorte de rappel vertical japonais. Nous avons le rappel horizontal avec Po Chuyi, mais nous avons le rappel vertical avec la poésie bouddhique, la poésie antérieure japonaise, dans ce poème signalé par M. Ishikawa, qui est dans un poème d'anthologie, n'est-ce pas, signé Yoshinobu, donc Yukusue no Inochi mo shiranu, alors vous avez ici Wakareji wa
Kyo Aosakaya Kagiri Narudan, qu'on pourrait traduire au départ de nos chemins vers des destins de nous inconnus, cette passe des rencontres sera la dernière. Kagiri, n'est-ce pas? Osaka, la passe de Osaka no Seki, n'est-ce pas, celle qui sépare les provinces de Yamashiro et de Omi, et qui est une importante voie de communication à l'époque de Heian. Et ce poème de Yoshinobu ne chante qu'un simple départ en voyage. Le Kagiri, ce n'est pas l'ultime fois ici, c'est le point où nous devons nous séparer, et qui est donné dans la rubrique Wakare du Shuishu. Donc ce n'est pas un poème sur la mort spécialement, mais il est pris ici dans un sens beaucoup plus sombre par Jien. Le troisième poème est encore pris à une œuvre différente, mais là encore on retrouve un lien lexical, n'est-ce pas, puisque vous avez l'expression reidaku, que vous voyez dans le deuxième vers, reidaku, que nous avons vu tout à l'heure dans la première citation de Jien, qui veut dire faner et tomber, n'est-ce pas, donc disparaître, avec en plus l'apparition du rêve comme métaphore de l'impermanence. Voici Byobo, n'est-ce pas, le Oji Byobo. Les choses du passé, tout aussi floues que le rêve. Les joyeux compagnons d'antan, Kyuyu, disparus pour la plupart, sont retournés aux sources jaunes, sous-entendu jaune, n'est-ce pas, c'est Yomi, c'est Kōsen qui est derrière sont retournés pour la plupart aux sources jaunes. Bon, vous voyez que c'est un poème. J'attire votre attention sur un mot comme subete, vous voyez, pour dire tous, qui est vraiment une influence de la langue parlée déjà à l'époque de Pochuyi, dans la poésie de Pochuyi, sur la poésie classique. Alors, là-dessus, Jien fait ce poème. Les souvenirs d'autrefois ne sont plus que les rêves d'un sommeil si peu profond, ou tatané. Point de jour où mes larmes, sous-entendu où mes larmes, ne mouillent ma manche solitaire. Nous voyons aussi que la mention de la manche, en un geste poétique hardi, annonce cette fois le poème chinois suivant. N'est-ce pas, c'est une mention d'appel. Bon, je n'insiste pas sur les ressemblances et les différences avec le poème de Pochuyi, où ici on ne parle pas de larmes à proprement parler, mais c'est l'évocation des amis disparus. Mais le mot yume réapparaît bien clairement et repris clairement par Jien, le rêve donc. Et le quatrième poème donc est sur cette citation. Et vous voyez ici, au vent d'automne, ma manche s'inonde de larmes. Donc c'est bien une anticipation, n'est-ce pas? Alors que le poème tout à l'heure était fait sur un autre vers de Pochuyi, Jien en réalité anticipait cette citation. On voit bien que ce n'est pas pris au hasard, bien sûr, on s'en doutait un peu. Donc, au vent d'automne, ma manche s'inonde de larmes. Combien d'amis sont aux sources jaunes, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, Senka, c'est le monde de la mort. Et cette fois, Jien le reprend dans un thème tout à fait, dans une tonalité beaucoup plus bouddhique. Aussi profond mon chagrin que le fleuve Watadigawa, que le fleuve infernal. Au crépuscule, le vent d'automne vient souffler sur ma manche trempée de larmes. Si les sources jaunes, ou bien et Yomi no Kuni, n'est-ce pas, Yomi, comme on le traduit souvent en japonais, ne sont pas spécialement bouddhiques, de même que le Yomi japonais, le monde de l'obscurité, les enfers japonais, sont plutôt Shinto, n'est-ce pas, et pas, bien sûr, on le connaît dans la mythologie, donc ne sont pas spécialement bouddhiques. Le fleuve infernal, Watadigawa, que l'on appelle aussi le Sanzu no Kawa, n'est-ce pas, la rivière des trois, alors des trois voies ou des trois passages. Les trois voies au sens de Sando, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est une étymologie possible, c'est-à-dire des trois mauvaises voies, mais c'est aussi la rivière que l'on, une sorte de Styx
bouddhique que l'on peut franchir de trois façons. Donc vous voyez la façon plus sûre qui est de passer par un pont, l'autre façon qui est de la traverser à gué. Alors je pense que c'est la personne qui est à gauche, en bas à gauche, qui arrive quand même à traverser la voie, et puis l'autre, vous êtes jeté directement au milieu du courant qui vous emporte définitivement. Donc ce sont le fleuve aux trois voies que franchissent les défunts dans les conceptions bouddhiques japonaises. Donc, en gardant un lien étroit avec son modèle chinois, Jien, ici, le japonise et le bouddhise tout à la fois. La cinquième citation développe la même idée, et l'on y reconnaît sans peine l'une des sources du début du Hojoki. Dans la plaine, alors j'ai rajouté l'adjectif imposant, soit pour Shinpun, Atalashiki, Shinnaru Haka. L'imposant tertre funéraire se voit confier le corps d'un seul homme. Au milieu de la cité, les vieilles demeures n'abritent plus personne. Alors je vous donne le début du Hojoki, n'est-ce pas? Tamashiki no miyako no uchi ni mune o narabete mune o narabe iraka o arasoeru takaki yashiki shito no sumai wa, donc les demeures de la splendide capitale. Vous voyez seulement, je vous donne seulement la fin. Mukashi, enfin la fin de la première phrase. Mukashi arishi wa mare nari, bien peu nombreuses sont les demeures qui restent qui sont là depuis longtemps. Vous voyez que c'est tout à fait proche de cette citation. Et ici, Jien réduit son poème à une dimension plus personnelle, renonçant à évoquer les grands enterrés dans les grands enterrés dans les monuments funéraires. Et donc, tandis que je pense qu'en vint sous la tombe moussue, Kokenoshita, c'est bien sûr la mousse, mais c'est la tombe couverte de mousse. Alors, ce kuchin, n'est-ce pas, et il faut bien le traduire tel qu'il est, n'est-ce pas? Donc, tandis que je pense qu'en vint sous la tombe moussue, ils vont pourrissant. En leur visage, qui donc pourrait les regretter? On ne sait pas qu'ils sont morts, ou bien il n'y a plus personne dans le village de leur génération. L'idée de la mort se fait donc plus concrète. Le tombeau du chinois est relevé par l'image de décomposition du japonais. Mais malgré cette nouvelle perspective, avec la mort plus présente, se développent des métaphores à partir de la sixième citation. La citation chinoise, « Naître ou mourir, tout n'est qu'illusion. » Maboroshi. Les joies et les peines d'un homme fait d'illusions, à quel sentiment pourrait-elle prétendre? Alors, il y a une intéressante divergence dans les traditions chinoises et japonaises du texte de Po-Chü-Yi. Vous voyez que la plupart des textes japonais, à la fin de ce vers, mettent « Izure no nasake ni ka yosowan », c'est-à-dire au sens de se parer de, se déguiser comme, n'est-ce pas? Ces peines et ces joies, de quel sentiment pourraient-elles prendre l'aspect, pourraient-elles prendre le déguisement? Alors que la tradition chinoise est beaucoup plus sage en disant kakaru, kakaran, de quel sentiment relèverait-elle? Bon, je préfère pour ma part la version japonaise, mais nous n'avons pas le temps d'entrer ici. Et là-dessus, Jien fait ses vers, c'est les vers suivants, plus proches du poème bouddhique que du waka poétique, ainsi d'ailleurs que le montre l'emploi du verbe mourir, qui je dirais que ça ne se fait pas en poésie, n'est-ce pas? Iki shinuru narai wa subete. Et vous voyez que le subete fait appel, rappelle le subete, le to du texte chinois. Donc, voici. Alors, je traduis littéralement. Cette coutume que l'on a de naître et de mourir n'est toute qu'illusion. Sur la demeure où l'on contemple ces vaines fleurs, descend le vent des montagnes. Alors, outre le vocabulaire explicite, le terme de yado, qu'utilise volontiers Jien dans ses Shakkyoka, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples,
qui veut dire la demeure, l'abri, et en même temps la génération où nous sommes, n'est-ce pas, notre vie présente, Yado et tout cela. Ça peut parfois vouloir dire aussi la terre pure de Bouddha où l'on réside, n'est-ce pas. Donc, nous avons presque affaire ici à un Shakyoka, à la fois par le vocabulaire, l'expression directe de Subete Maboroshi, qui se présente vraiment comme la traduction d'une partie du poème. Enfin, on a l'impression que Jien change de ton. Ce qui nous mène à la 7e citation, qui est encore une fois une tonalité beaucoup plus bouddhique, sur la poésie de Pochuyi. La vie de ceux qui meurent tôt, Zo, c'est églosé vraiment, c'est dans une rubrique qui s'appelle Yoshi, les morts précoces. La vie de ceux qui meurent tôt est comme chandelle dans le vent. Les cheveux de ceux qui viennent au bout de leur âge, c'est ainsi que je traduis Bonen ici, donc qui vivent longtemps, sont des fils dans le miroir. Donc, alors évidemment, l'image est tout à fait parlante, n'est-ce pas, les cheveux blancs filasses que l'on voit désespérément, avec désespoir dans le miroir, donnent à Jien ce poème. Dans le feu allumé passe le vent, le pur miroir, qu'aura-t-il à faire de notre corps si vain? Donc on voit ici le Munashiki Kage no Mi wo ikanisem, qu'a donc notre miroir à faire de ce corps de reflet, de ce corps qui n'est qu'un reflet vain, n'est-ce pas? Kage no mi. Bon, là encore, la tonalité est tout à fait bouddhique, on pourrait croire à un Shakyoka. Et dans la 8e citation, ce monde illusoire, un rêve au printemps survenant, cette vie inconstante, de l'écume sur l'eau. Rien qui nous surprenne beaucoup, donc c'est le poème de Pochuyi, n'est-ce pas? Et bien évidemment, on a encore ici un écho de ce poème dans le Hojoki, n'est-ce pas? Utakata ni ukabu, pardon, Utakata ni utabu awan, n'est-ce pas? Mizu ni okabu utakata wa katsukiye katsumutsubite sashiku todomaru kotonashi, etc. Donc nous avons tout à fait cette même idée ici. Et Jien y répond par un poème qui est un peu, je dirais, pédestre, n'est-ce pas? En commençant par ce Toni Kakuni, que l'on trouve chez Jien, que l'on trouve chez d'autres poèmes, mais qui n'est pas très poétique. C'est un poème d'exposé, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, savoir nous faut et méditer que songe de printemps est notre monde, pitoyable comme l'écume. Alors, c'est à peine besoin de souligner le jeu de mots, Mizuno Awa et Mizuno Awade, n'est-ce pas? Mizuno Awa, l'écume de l'eau, Mizuno Awade, donc c'est pitoyable comme les deux sens sont incorporés, il faut les défaire en français, pitoyable, digne de pitié comme l'écume de l'eau. Et le mot Omoi Shiretoya, sachez-le et pensez-y, est une injonction qui est souvent exprimée chez Jien dans ses Shakyoka, pour donner la quintessence d'un enseignement. Donc on est tout à fait là-dedans ici. Bon, l'avant-dernière citation de Pochuyi est un peu difficile à traduire de façon poétique, vous voyez. Mimi no ura, jiri, dans mes oreilles, shikiri-nikiku, j'entends souvent. Alors, mes oreilles ne cessent d'entendre parler de la mort d'amis chers. Devant mes yeux, Ganzen, Tada, Shonen no Oki Oboyu, n'est-ce pas? Devant mes yeux, j'ai l'impression de ne voir que des jeunes gens. Bon, c'est ce que doivent souffrir toutes les personnes à partir d'un certain âge, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il n'y a que des jeunes autour de soi et on n'entend parler que de la mort de ses proches. Donc la répétition du mot mort ici, vous voyez que le mot mort arrive ici
alors qu'il n'était pas dans les autres, mais que Jien l'avait déjà donné, n'est-ce pas? Donc encore, nous avions une anticipation. Et le poème, cette fois de Jien, reprend une certaine distance littéraire en comparaison des deux que nous venons de voir. À voir comme à entendre, comme rosée du soir qui s'accroche aux herbes des champs. Asagi, c'est une variété de Chigaya dont je ne sais pas si en traduisant par l'impérate cylindrique, ça aidera beaucoup les gens, mais enfin c'est une herbe que l'on rencontre qui a très bel aspect, bien qu'elle soit considérée comme mauvaise herbe, mais enfin elle a battue par le vent, elle fait très bel effet dans les champs. Et donc, donc comme rosée du soir qui s'accroche aux herbes des champs, ô combien éphémère l'emporte la tempête, arashi. Et je dirais même ici, vous allez voir pourquoi, il vaudrait mieux le traduire par l'orage, arashi, ici. Et enfin, le 10e poème de Paul Juilly, un tobo ancien, Izure no yo no shito nika, pour quelqu'un de quelle époque, on ne sait même pas quand il a vécu. Shirazu, on ne connaît pas ni son nom de famille, ni son nom personnel. Son nom comme son prénom restent inconnus. Il s'est transformé en terre au bord du chemin, et vous voyez, n'est-ce pas, Kaste Michin ou Robo no Tsuchi Tonaru, il s'est transformé en terre au bord du chemin, et vous voyez pourquoi nous avions tout à l'heure le Kuchin Kokoro, n'est-ce pas, qui va pourrir. Jien anticipait cette vision du cadavre qui se transforme en terre. Il s'est transformé en terre au bord du chemin, et chaque année, au printemps, il repousse l'herbe. Et Jien reprend l'image en contre-pied, pour ainsi dire, avec un discret humour. On ne peut que penser ça, n'est-ce pas? Uzu morenu nao danik kanu koke no ueni. Uzu morenu na mo, n'est-ce pas, c'est en japonais moderne, un nom qui n'est pas enterré, c'est-à-dire un nom illustre, un nom inoubliable, un nom, oui, quelqu'un de très connu, justement, dont le nom n'est jamais enterré, inhumé. Un nom impérissable, Danik Kanu Koke no Ue, n'est-ce pas? Inouï cependant de la mousse sur le tombeau. La mousse du tombeau n'a que faire de ce nom impérissable. Combien de fois encore les herbes y repousseront? Ce oi kawaru, à la fin, est une allusion très claire au cycle des renaissances, ce qui n'est pas ce que l'on peut voir derrière la version chinoise, évidemment, nen, mais ici, c'est bien le oi kawaru comme umare kawaru, n'est-ce pas? C'est l'idée de renaissance qui est derrière. Et on appréciera comment le poète japonais déterre symboliquement celui que le poète chinois avait littéralement inhumé. Donc il y a à la fois, il y a certainement une part d'humour dans cet emploi de Jien. Donc nous avons vu comment Jien, fidèle à la tradition que nous avons découverte dans le Wakan no Eishu, fait feu de tout bois dans cette séquence, en faisant en sorte que les poèmes japonais ne répondent pas seulement ponctuellement par paire aux poèmes chinois, mais en tissant des liens sémantiques entre les pièces des deux langues. Il faut vraiment les lire sur les deux dimensions. Et il n'aura échappé à personne, et c'est là que c'est la conclusion de cette lecture ici, il n'aura échappé à personne qu'en choisissant les citations chinoises et les poèmes japonais qui y répondent, dans cette rubrique de l'impermanence, Mujo, Jien déroule les termes Yume, le rêve, Maboroshi, l'illusion, le mirage, Awa, l'écume, Kage, le reflet, Tsuyu, la rosée, et Arashi, l'orage. 6 métaphores de l'impermanence qui se retrouvent dans la célèbre strophe du Sutra du Diamant, le Kongo Kyo, n'est-ce pas, que vous connaissez tous,
ce quatrain que l'on doit lire en japonais. On a la version sanscrite, mais la version chinoise est bien sûr celle qui fait foi ici, n'est-ce pas? Isayo Iho, tous les composés, tous les dharmas, toutes les entités composées, oui, sanskrita, n'est-ce pas? Sanskrita dharma, sarva sanskrita dharma, sont comme yume no goto, yume maboroshi awa kage no gotoku, tsuyu no gotoku, mata inazuma no gotoshi, masani kaku no gotoki kan o nasubeshi. Tous les composés sont comme le rêve, le mirage, l'écume, l'ombre, comme la rosée et comme l'éclair, ainsi convient-il de les considérer. Arashi, c'est l'orage avec le tonnerre et les éclairs. C'est la liste canonique des comparaisons, telle qu'elle est inlassablement répétée dans le bouddhisme de langue chinoise pour illustrer l'impermanence. Et nous ne pouvons qu'apprécier la façon dont Jien, parachevant ce qui avait été commencé dans le Wakando Eishu, immerge cette fois complètement la rubrique Mujo du Wakando Eishu dans la doctrine bouddhique. En réalité, il encryptait en quelque sorte cette série de métaphores. Alors, il nous faudra malheureusement remettre à une autre occasion l'examen des 5 poèmes constituant la rubrique Homon. Mais nous ne pourrons quitter cette centurie sans en examiner 2 points importants, décisifs même, l'ultime poème et la postface. Il nous donne la clé de la démarche de Jien. Le dernier poème, en réalité cette centurie n'a pas 100 poèmes, mais 101 poèmes. Il est placé en dehors de la série, comme l'indique d'ailleurs sa position sur les manuscrits, légèrement décalée par rapport au poème précédent. Il est abaissé de 2 caractères, n'est-ce pas? Et c'est bien, tout le monde l'a bien compris, puisque c'est ainsi qu'il est présenté. Jien y exprime le sens profond de sa composition. Karakuniya, du pays de Chine, quand souffle le vent des feuilles des paroles, Kotonoha, Kazeno Fuki Kudeba. En retour de sa venue, Yosete zo kaesu, les vagues de la plage de Waka. Waka no Ura, c'est un Makura Kotoba de la province de Ki, n'est-ce pas? Nous en avons déjà souvent parlé. C'est dans le Wakayama Ken actuellement, d'ailleurs, à cette même appellation, n'est-ce pas? Waka, donc ça n'a rien à voir avec les Waka, mais bien sûr, vous voyez ici le jeu de mots, n'est-ce pas? Donc, reprenons l'image traditionnelle des feuilles d'émaux portées par le vent ou par l'eau des rivières. Jien imagine des poèmes de Po Zhuyi comme représentant la langue chinoise. Portés par le vent de la culture chinoise, de la translation du savoir, ils suscitent un effet de retour, kaesu, qui sont les vagues de waka, jeu de mots évident avec les poèmes japonais. Uranami sont les vagues qui se jettent sur le rivage. Ainsi, les poèmes chinois se jetant sur le rivage en vagues, vous voyez, le vent suscite les vagues qui arrivent sur le rivage. Se transforme-t-il en poème japonais? Et j'attire votre attention sur le mot kaesu, qui est très important ici. Évidemment, ils font retour vers le rivage, c'est-à-dire ils font mais vous allez voir que ça a une autre importance. Je vous donne immédiatement après ce poème, donc, nous trouvons la singulière postface de Jien, datée de 1221, l'année où l'empereur Go-Toba est déposé après son coup d'État malheureux de l'ère Jokyu, n'est-ce pas? Et où il va partir en exil à Oki, dans l'île d'Oki. Alors, donnons-en d'abord la traduction. Le tien, n'est-ce pas? Rakuten, c'est-à-dire Po Zhuyi, est le corps de transformation, Monju no Keshin Nadi, est le corps de transformation de Manjushri. Et il convient donc de japoniser ou d'adoucir, yawaragu, vous connaissez bien ce terme, n'est-ce pas, de japoniser ou d'adoucir les caractères chinois kanomoji, n'est-ce pas, qu'il a utilisé lui. Le waka est le mode culturel, c'est ainsi que je traduis fuzoku, du pays des dieux, Shinkoku. C'est le Japon. Vous vous souvenez de la citation du Senjusho que je vous ai faite il y a un ou 2 cours, n'est-ce pas, où on parlait bien du Shinkoku, du Japon comme pays des dieux. Subekaraku, n'est-ce pas? Il nous est nécessaire, Nobubeshi,
d'exprimer nos sentiments grossiers, c'est-à-dire, il ne faut pas le prendre au sens de grossier, là c'est simplement un terme d'humilité. Donc nous, Japonais, nous devons exprimer nos sentiments. Et en tant que Japonais, donc, c'est pourquoi, colonialité, n'est-ce pas, nous avons à l'improviste, le tachimachi, n'est-ce pas, sans préparation, enfin bon, qu'il dit, n'est-ce pas, nous avons donc choisi à l'improviste 100 phrases précieuses, nous avons moté à sebu, n'est-ce pas, nous avons les Américains ont cette délicieuse expression to kick around, n'est-ce pas, nous avons joué avec, nous avons manipulé 100 phrases précieuses, c'est-à-dire 100 citations de Pochuyi, pour rédiger tant bien que mal Namaji ni, un modeste recueil de 100 poèmes, n'est-ce pas, le Setsuju, ju veut dire simplement ici recueil poétique, ce n'est pas forcément des séries de 10 poèmes, c'est un recueil poétique, à offrir au sanctuaire du Kitano Tenjin, n'est-ce pas, Horakusu. Je n'ai pas le temps de Horakusu, c'est donc une offrande de loi, une offrande de dharma, mais que l'on fait à un dieu shinto, en prière à la sincérité de celui qu'on invoque par Namu, c'est-à-dire Amida. Et la dernière phrase, ça va aussi résonner bien sûr chez vous, c'est à coup sûr, Sadaka, retourner l'œuvre d'écriture profane faite en cette existence pour en faire à l'avenir cause de louange de la roue de la loi de Bouddha. Alors d'abord, le terme Keshin est normalement utilisé pour les Bouddhas. Pour les avatars de Bodhisattva, on utilisera plutôt le mot Gongen, n'est-ce pas, voire Gongen. Keshin, c'est vraiment dans la hiérarchie des trois corps bouddhiques, n'est-ce pas, le corps le plus inférieur, le corps de transformation, le corps d'adaptation qui va dans le monde. Alors, on ne peut pas soupçonner le patriarche du Tendai, qui était Jien, le quadruple patriarche, d'utiliser le vocabulaire bouddhique à tort et à travers. Et c'est certainement à dessein qu'il emploie ce terme. Nous avons tous reconnu la dernière partie de son texte, de cette postface. Il s'agit de la citation de Pochuyi, de Hakodakuten, qui figure aussi au cœur du Wakan no Eishu, c'est-à-dire je l'ai donné au tout début de cette année, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Donc, Pochuyi disait qu'il fallait reprendre les propos, les kyogen kigo, n'est-ce pas? Les propos spécieux, les termes affrétés qu'est la poésie profane pour en faire un mode de louange à la loi de Bouddha. Je vous avais dit que c'était vraiment le principe moteur du Wakan no Eishu. Mais ici, la perspective est bouleversée. Ce qui était acte de contrition du poète chinois, Pochuyi, devient ici l'illustration de ce qui était esquissé dans le poème final. Ce n'est pas la teneur des poèmes de Rakuten, c'est leur langue qui importe ici. Et Jien fait passer en japonais, il ne fait plus passer des kyogen kigyo, des propos spécieux, des propos affinés qui ne servent à rien, il fait passer les poèmes d'un corps de transformation, d'un keshin. Le Seizoku Monji, que vous voyez à la fin, le Seizoku Monji qui est chez Pochuyi, reprend tout à fait le mot de Fuzoku, vous voyez le même Fuzoku, que j'ai traduit par le mode local, le mode culturel du Japon. Et ce sont les waka qui sont ainsi désignés au regard des poèmes chinois. Et nous voyons alors le sens qu'il faut donner au kaesu du poème final de Jien, tout à l'heure, n'est-ce pas, dont l'expression exacte était kaesu waka. Kaesu waka no ura. Il faut mettre kaesu et waka ensemble. Ce n'est rien d'autre que le terme qui apparaît à l'avant-dernière ligne, vous voyez, sadaka, sadamete, honjiru, ou que l'on peut lire aussi, hirugaesu, ici, et que l'on lit souvent hirugaesu, et les dictionnaires donnent bien kaesu comme synonyme de hirugaesu, qui veut dire permuter, transformer, mais aussi dans honyaku, traduire. Et vous voyez que le mot yawaragu, qui est là tout à l'heure, le wa
Masani kane no ou kano kanji o yawaragu beshi, wasu beshi, fait écho au shiru gaesu de Rakuten. Donc ce poème nous donne le sens profond de l'acte poétique de Jien, qui fait avec les poèmes de Po-Ju-Yi exactement ce qu'il fait avec les sentences du Sutra du Lotus. Il est alors très normal que l'ultime rubrique de cette centurie soit celle des poèmes scripturaires, Homon, car l'œuvre de Po-Ju-Yi est devenue écriture bouddhique, et le traduire et faire œuvre de piété, en même temps que cela valorise bien sûr la langue japonaise. Je vous remercie pour aujourd'hui et nous continuerons la prochaine fois sur encore des poèmes de même teneur. Merci beaucoup.